Bonjour, bonsoir, on se retrouve dans une nouvelle vidéo bilan 2024. Nouvelle vidéo bilan 2024, cette fois on ne va pas parler de mes meilleures lectures comme vous avez pu le constater, on va parler de mes pires lectures 2024. Très honnêtement ça a été assez dur de choisir 5 lectures que je n'ai pas du tout aimées en 2024. Honnêtement il y en avait vraiment 2 ou 3 que je n'aimais pas du tout. Les autres c'est les moins bonnes on va dire. Donc on commence sans plus tarder. Oh là là ces lunettes, c'est toujours crade des lunettes, c'est terrible. Je n'ai pas fait d'ordre dans mes pires lectures, ce sera vraiment les 5 lectures tout court. Je vais les classer par ordre de lecture dans l'année 2024, comme ça ce sera plus simple quand même. Mais voilà, je les ai toutes pas aimées et c'est tout. Il y a pas vraiment d'ordre de la pire lecture à la pire, mais ça va encore. Non. Je les ai pas aimées. En sachant aussi, petit disclaimer, moi je ne les ai pas aimées, mais ça veut pas dire que ce sont des mauvais livres, que ce sont des mauvais textes. C'est aussi possible que vous les ayez aimés ou que vous les aimeriez potentiellement. Ah oui, c'est assez marrant aussi, mais ces livres-là, j'en ai plus aucun. Voilà, donc ce sera à chaque fois des photos parce que je ne les ai plus. C'est que des livres que j'ai soit revendus, soit redonnés, soit refilés à Pierre-Paul Jacques qui voulait ce livre-là. En premier dans cette liste que j'ai lu donc au mois de février 2024, il s'agit d'un royaume d'ombre et d'épines qui est le tome 1 de la guerre des royaumes. On va suivre le personnage principal, donc Élise Lysander, qui est la nièce du roi. Elle est un petit peu rebelle, un petit peu intrépide, voilà, elle est pas ce qu'on pourrait attendre en fait d'elle dans ce monde-là. Sauf qu'un jour en fait, il y a le roi qui va choper une maladie et en fait il est mourant. Donc c'est à elle que va revenir la responsabilité de se marier et de faire un bon mariage, d'avoir un bon parti pour relever un petit peu le royaume et être sûr qu'il y ait une descendance en fait en cas de mort du roi, quoi. Comme c'est un petit peu sur ses épaules que va reposer le royaume, elle est un petit peu la cible des assassins, etc. Donc va arriver notre love interest donc qui s'appelle Légion Grey. Et en fait, c'est lui qui va devoir la protéger le temps qu'il trouve un mari adéquat et qui peut amener beaucoup d'argent dans le royaume. Voilà. Donc on va suivre en fait ce personnage un petit peu intrépide avec son garde du corps. Et entre les deux, ils s'aiment bien quoi. Ce qui n'est pas vraiment avantageux pour le royaume parce que bon, Légion Grey, il est sympa, il est fort et tout, mais il a pas d'argent, c'est pas forcément quelqu'un de très riche. Sauf qu'un jour va arriver un coup d'état qui va mettre à mal un petit peu toute la société et tout le royaume. Élise va être forcée de partir avec Légion qui s'est engagée en fait à la protéger, mais bon il l'aime bien donc forcément la protéger c'est un petit peu facile. Donc ils vont partir pour mieux revenir un petit peu, toujours en cherchant un mari. Sauf qu'en fait le problème c'est que Élise, elle va pas savoir si elle doit se ranger du côté du royaume et faire en sorte de récupérer le royaume après le coup d'état, ou si elle doit suivre son cœur et rester avec Légion en fait au bout d'un moment, malgré les secrets, etc. qu'il peut y avoir entre eux, malgré son côté un peu mystérieux, etc. On connaît pas trop son passé, on sait pas trop ce qu'il faisait avant, etc. Donc c'est un petit peu le pitch, c'est est-ce qu'elle va suivre son cœur ou est-ce qu'elle va suivre sa raison. Alors ce que j'avais pas aimé moi dans ce livre, je pense que c'était principalement la traduction que je n'avais pas aimée. Elle était très dure à suivre. Moi je l'ai pas trouvée très bien faite la traduction et j'étais pas vraiment fan. Donc vraiment c'est ce qui m'avait un petit peu coupé dans ma lecture à l'époque, c'est que la traduction ça allait pas. Donc dans mes souvenirs c'était vraiment quelque chose où voilà tu te prends pas la tête, c'est pompé sur plein de romantésies différentes. C'est pas quelque chose qui sort du lot, vraiment c'est pas un texte ni un world building ni une histoire qui vraiment sort du lot. Donc je trouve que c'était un peu facile le côté voilà lui il arrive, il vient pour la sauver mais il a plein de secrets, elle va tomber amoureuse, il va révéler ses secrets, ça va remettre en question tout ce en quoi elle croyait. C'est un peu facile et moi vraiment je l'avais fini et j'étais là ok, ça n'a rien changé pour moi. Vraiment il y a des lectures, dans mes meilleures lectures on le voyait, mais il y a des lectures vraiment elles m'ont transportée, elles m'ont fait des trucs, ma vie a changé après. Mais vraiment ce livre là je l'ai reposé, j'ai fait bon bah je l'aurais pas lu, ça aurait pas changé grand chose en fait à ma vie. Tout n'était pas à jeter, mais vraiment elle n'invente rien, elle ne réinvente rien, il y a rien qui sort un petit peu des codes de la romantasy qu'on peut connaître. Pour moi en fait elle valait pas le coup
de perdre du temps de lecture dessus parce que vraiment c'était lambda quoi, il y avait rien de plus, rien de moins. Pour le coup, je voyais vraiment pas l'intérêt de lire un texte comme ça. Ça peut paraître un peu dur, mais en fait c'est des trucs qu'on a déjà vus et revus, donc je vois pas l'intérêt de continuer un petit peu en fait sur la lancée sur ce genre de texte vraiment. Et pourtant la romantaisie, il y a plein de choses à faire dedans. C'est vraiment hyper vaste la fantaisie, et tu peux faire des romances entre tout et n'importe quoi en fait finalement. Donc là le côté, là la petite fille un peu rebelle, mais finalement est-ce qu'elle est vraiment rebelle? Est-ce que lui il est gentil? Est-ce qu'il est méchant? Donc voilà, je lui avais mis combien à l'époque? Ouais, je lui avais mis 3 sur 5 en vrai. Même pas 2 sur 5 je pense maintenant. Ensuite en février j'avais également lu donc The Roommate. Donc là on va suivre Clara Wheaton je crois. Donc là j'ai pas précisé, mais là on est dans une romance contemporaine. Donc là c'est vraiment Clara, c'est la petite fille modèle, c'est celle que tout le monde a envie d'être ou tout le monde a envie d'avoir. Elle est intelligente, elle est belle, elle vient d'une famille riche, elle a un petit peu tout pour elle. Sauf qu'elle est amoureuse depuis toujours de son amie d'enfance dont j'ai oublié le prénom, qui s'appelle... Ah ben on ne saura jamais parce que c'est pas noté dans le synopsis. Donc elle est amoureuse de son amie d'enfance depuis toujours, et en fait son amie d'enfance va un jour lui dire: tiens, est-ce que tu veux faire une coloc avec moi à l'autre bout du pays? Donc Clara, comme elle est amoureuse, elle dit oui, évidemment qu'elle dit oui en fait. Donc elle se retrouve à l'autre bout du pays dans une colocation qu'elle pensait être avec son meilleur ami, sauf que spoiler alert, pas du tout. Non. En fait, le gars en question, finalement, il s'est dit non, en fait, j'ai pas envie d'être en coloc, j'ai envie de changer de pays. Donc en fait, il va partir en voyage sans vraiment le dire à Clara. En fait, il lui dit une fois que elle est déjà arrivée, et il lui dit: t'es caté, je t'ai trouvé un autre colocataire, tu vas pas être toute seule pour payer les charges, etc. machin. Donc là, la Clara un petit peu douce, elle se dit: oulala, je vais être en coloc avec un inconnu, j'ai un peu peur. Et elle a raison d'avoir peur. Elle va se retrouver en colocation avec Josh, qui est un grand blond aux yeux bleus, un peu côté surfeur australien, bref. Elle le trouve hyper beau, machin, etc. Pas de problème, il a pas l'air méchant, tout va bien, jusqu'à ce qu'en fait elle le check sur internet et qu'elle se rende compte que c'est un acteur porno qui est de plus en plus connu. Elle est très prude, la Clara. Elle se dit: oh là 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 là. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont finir par tomber amoureux, sauf qu'elle a très très peur parce que c'est un environnement qu'elle connaît pas trop. Le sexe, ils en parlent pas trop dans sa famille, elle en parle pas, voilà, elle est très prude quoi. Et en fait, ils vont finir par tomber amoureux, voilà, tout est bien qui finit bien quoi. Mais vraiment, ce livre, c'est que du cul, que du cul, que du cul. Alors, c'est pas que du cul, attention. C'est vraiment que du flirt et que des scènes olé olé et que des scènes où oh là là, il m'a touché la main, je me demande ce qu'il pourrait toucher d'autre. Et en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'évolution de la relation, en fait. La relation, elle évolue pas vraiment, c'est vraiment juste du flirt et des petits touchés et des petites caresses et machin, etc. Et en fait, Josh va juste aider Clara à découvrir sa sexualité, à se découvrir elle, à apprendre ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, etc. Et en fait, j'ai trouvé que leur histoire d'amour, juste, elle était pas mignonne, en fait. C'était juste Clara qui apprend à se découvrir. Et ouais, en soi, c'est bien. Ça m'avait un peu saoulée. Parce que toutes les 5 pages, t'as une scène un peu chaude et t'es là, oui, bon, mais encore. Voilà, passons à la suite maintenant parce que là, je n'en peux plus. Donc c'est pour ça que ce livre m'avait pas transcendé. C'était une histoire d'amour, mais c'était une histoire de cul, quoi. Donc si vous voulez lire un livre de cul, en vrai, let's go. Mais moi, ça m'avait soulax. En 3e position, du coup, c'est un livre que j'ai lu au mois de mai. Donc c'est Noblesse oblige. Donc là, on est dans un monde où la révolution de 1789 n'a pas eu lieu. Donc il y a encore une royauté en fait actuellement en France. Royauté qui est en parallèle des réseaux sociaux, d'internet, etc. On est tout de même dans un monde très contemporain, mais voilà, il y a un roi, il y a une reine. Et en fait, il va y avoir donc dans ce monde-là une télé-réalité qui s'appelle Noblesse oblige, qui a lieu tous les ans, si je dis pas de bêtises, qui va réunir beaucoup de jeunes nobles qui sont prêts à être mariés, donc femmes comme hommes. Et en fait, il va y avoir une roturière par saison. Donc on va suivre Gabrielle, qui fait partie de la résistance, qui fait partie de ceux qui veulent voir la royauté être complètement retournée. Et en fait, elle va être choisie pour être cette roturière de cette saison de Noblesse oblige. Donc on va avoir beaucoup de personnages, on va avoir beaucoup de secrets, de révélations, ce genre de choses. Et en fait, Gabrielle, petit à petit, dans cette saison de Noblesse oblige, elle va se rendre compte que ce qu'elle croyait vrai n'était peut-être pas la réalité, et elle va découvrir des choses
qui vont un petit peu faire changer son avis sur la royauté et sur la résistance dont elle fait partie. Mais c'est hyper long le début. Vraiment, la mise en place dans mes souvenirs, c'est genre 50% du livre. Et au bout de 50%, t'es en mode oui, bon, est-ce qu'il va finir par se passer quelque chose? Parce que là, je commence à m'endormir, quoi. Et vraiment, c'est très long la mise en place. Il y a beaucoup de personnages à introduire pour la suite. Et le problème, c'est que au bout d'un moment, en fait, moi, j'ai été perdue. J'étais là, alors toi, t'es qui? Toi, t'es qui? Et toi, t'es qui? Et le problème aussi, c'est que Gabrielle m'avait saoulée. Donc, c'est une jeune fille de 17 ans qui est bercée depuis son plus jeune âge dans la Révolution, dans la Résistance, etc. Le problème, c'est qu'elle remet jamais ça en question et elle est très naïve. Elle voit des choses, elle en tire des conclusions très vite. Elle entend des choses, pareil, conclusions immédiates. Et le problème, c'est qu'elle remet jamais en question ce qu'elle entend, ce qu'elle voit et ce qu'on lui a appris. Et en fait, elle se laisse un petit peu faire finalement dans ce truc de télé-réalité où à côté de ça, elle a des entrevues avec, je crois que c'est son oncle qui est dans la résistance parce que son père, je crois qu'il est mort ou je sais plus, bref. Et en fait, c'est hyper agaçant d'être dans sa tête parce nous on voit les mêmes choses qu'elle, on entend les mêmes choses qu'elle, mais on n'en tire pas les mêmes conclusions parce qu'on a ce recul. Et le fait qu'elle soit naïve comme ça, moi ça m'avait saoulée. Parce que déjà que c'est long à se mettre en place, si en plus derrière quand t'as des informations, tu sais pas les traiter correctement, ouais vas-y c'est bon, moi je passe à autre chose, j'en peux plus en fait. Donc en fait c'est ça, c'est aussi pour ça que c'était une moyenne mauvaise lecture, c'est parce que c'était, bon déjà c'est un texte français donc c'est plutôt cool, mais le personnage de Gabrielle m'avait saoulée et l'histoire elle met trop de temps à se mettre en place et au final la fin, elle est hyper expéditive et tu te dis wow, bah attends mais j'ai loupé des pages, c'est pas possible, il y a des choses que je n'ai pas compris à la fin parce que ça va très vite et t'as l'impression que c'est hyper abrupt, en fait ça te coupe dans ton élan ou une fois que t'es parti, bah t'es parti quoi, la machine elle est lancée. Donc c'est pour ça que ce livre fait partie de ces moins bonnes lectures 2024. Ça met trop de temps à se mettre en place, c'est trop abrupt à la fin et le personnage principal est agaçant. Ensuite, en quatrième, j'ai lu Personne ne doit savoir au mois de juin. Donc là, en fait, on va suivre des couples d'amis qui se connaissent depuis la fac ou le lycée, je sais plus. Camarades d'Oxford, donc voilà, la fac. Donc là, on va suivre des couples d'amis qui se connaissent depuis la fac et qui vont se retrouver pour leur repas annuel, finalement, de retrouvailles, quoi, un petit peu. On va suivre donc le personnage d'Alison, qui vit un petit peu sa meilleure vie. Elle a un mari, elle a des enfants, elle a un travail qu'elle apprécie, etc. Elle vit vraiment sa meilleure vie, Alison. Donc elle organise cette fête-là pour retrouver ses anciens camarades, pour passer une bonne soirée, un bon week-end, etc. Parce que dans mes souvenirs, il y en a qui restent dormir parce qu'ils habitent à l'autre bout du pays. Sauf que durant cette soirée, il y a sa meilleure amie qui va revenir en sang, qui va revenir dans un état déplorable du jardin et elle va accuser le mari d'Alison de l'avoir vue. Ça pose les bases, c'est bon. Le problème, c'est que lui, il se défend en disant qu'il n'a pas commis cet acte-là. Et en même temps, il y a un petit peu tout qui est contre lui. Mais il y a vraiment des camps qui se mettent en place de ceux qui sont du côté de la meilleure amie et ceux qui sont du côté du mari. Parce que, effectivement, il y a des choses qui ne collent pas. Et donc, il y a vraiment, en fait, ce doute permanent de qu'est-ce qui s'est vraiment passé parce qu'elle a pas pu se mettre dans cet état-là toute seule. Mais lui, en même temps, il y a des choses qui ne vont pas non plus et qui ne collent pas. Donc, on va suivre cette histoire à partir de la soirée. Et ce qui, moi, m'a pas du tout plu, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai DNF le livre, hein. Je fais, bah non, en fait, c'est pas pour moi. C'est qu'en fait, chaque chapitre, c'est soit un moment dans le présent, soit un moment dans le passé, mais c'est pas clair du tout, quoi. En fait, il y a de plus en plus de secrets qui se mettent en place entre chaque membre du groupe. Il y a de plus en plus de choses un peu glauques qui se mettent en place. Vraiment, on en apprend un peu plus sur le mari, mais en même temps, on en apprend un peu plus aussi sur la meilleure amie qui est extrêmement jalouse du personnage principal. À chaque chapitre, on nous rajoute toujours plus de secrets, toujours plus d'énigmes. Et au bout d'un moment, tu te dis, ben ça va où? Il y a toujours plus d'informations sans vraiment avoir de réponse. Et les personnages, moi, je les ai pas trouvés attachants du tout. Vraiment, Alison, elle est totalement détachée de ce qui se passe, alors que t'as ta meilleure amie qui accuse ton mari de l'avoir quand même. Enfin, c'est pas n'importe quoi. Et en même temps, t'as l'impression qu'elle est complètement détachée de tout ça. Elle est en mode, bof. Et toi, t'es là, mais bouge-toi le fion, en fait, à un moment. Essaye de trouver des informations, essaye de suivre un petit peu la police, essaye de poser des questions, j'en sais rien. Parce que vraiment, il y a tout qui va dans le sens de l'agression sexuelle,
mais en même temps, pas perpétué par le mari, quoi. Et donc, t'as plein de questions, mais t'as jamais de réponse. Et vraiment, je me suis arrêtée, je pense. Ouais, bah apparemment, j'ai lu 40% du livre. Et vraiment, on a énormément de questions, mais on n'a jamais de réponse. Même au bout de 40% du livre, on n'avait pas de réponse. Les personnages, ils sont de plus en plus insupportables. Vraiment, je me souviens qu'au bout d'un moment, la meilleure amie, je pouvais plus la piffrer. Le mari, je pouvais plus la piffrer. Et Alison, alors là, elle, j'en pouvais plus non plus. Donc, quand t'as des personnages qui sont pas agréables à suivre, dans une histoire qui est complètement décousue, c'est pas agréable à lire en fait. T'as l'impression qu'il y avait 10 000 fils rouges qui partaient dans tous les sens, avec tous ces personnages-là qui s'entremêlent un petit peu, mais sans vraiment répondre à toutes les questions qu'on peut avoir. Et franchement, je ne voyais pas l'intérêt du livre, parce que le truc principal, c'était quand même l'agression sexuelle présumée du mari envers la meilleure amie. Mais à un moment donné, on n'en parlait même plus. On perdait du temps dans chaque chapitre à lire des trucs qui n'avaient aucun lien avec l'intrigue principale. Bah non, je suis désolée, en fait, j'ai pas de temps à perdre. Sauf que le livre, dans mes souvenirs, il faisait genre 300 ou 400 pages. Enfin, à un moment donné, il faut accélérer le mouvement. Tu peux pas tout dire en l'espace de 50 pages, surtout sur un sujet aussi grave. Surtout quand tu mets en place autant de sous-intrigues qui sont... Donc tu peux pas tout résoudre rapidement quand tu as autant de sous-intrigues qui sont mises en place et autant d'informations en fait qui sont données au lecteur sans jamais les mettre en lien les uns avec les autres. Donc moi ça m'avait saoulée. Je l'avais arrêté à 40%. C'est le premier livre que j'ai arrêté en 2024. Parce que c'est vraiment quelque chose que je fais pas en général. Quand je commence un livre, je me dis bon, je lui laisse sa chance et puis on verra, peut-être qu'à la fin ça sera mieux. Mais là vraiment je voyais pas en quoi ça pouvait être mieux, donc j'ai abandonné. J'ai abandonné et je regrette pas parce que vraiment j'ai pas eu envie de savoir la suite en fait. J'ai pas eu envie de connaître la fin, j'ai pas eu envie d'avoir la solution à ce qui s'est passé quoi. Même le côté un peu thriller, j'ai pas été prise dedans à me dire oh putain j'ai envie de savoir la suite quoi. Non, zéro, rien du tout. On arrive à ma dernière lecture nullos de 2024. Si vous avez vu mon vlog de Noël, vous savez duquel je vais parler parce que pareil, je l'ai dit NF celui-là. Donc un livre que j'ai lu au mois de décembre qui s'appelle Cadeau surprise et Père Noël en slip. Donc là, on va suivre deux personnages. On va avoir Nao qui est stripteaseur dans des maisons de retraite pour payer les dettes que son ex-copine a contractées en son nom. Et on va avoir Réanne qui est la capitaine d'une équipe de pompiers en fait. Donc on va suivre ces deux personnages-là qui vont se rencontrer, ils vont passer une nuit ensemble, ils vont se dire bon basta, on passe à autre chose. Sauf qu'en fait, la magie de Noël va rentrer en jeu et ils vont passer plus de temps ensemble et potentiellement tomber amoureux. Oh là là! Oh l'écriture. Ah moi ça m'avait saoulée. En fait, en l'espace de 10 pages, on te donne toutes les informations possibles et inimaginables. On te donne tout le pédigré du gars, de Nao. On te donne tout son pédigré, le pédigré de ses parents, le pédigré de ses frères et sœurs. Enfin, non, que de ses frères d'ailleurs, je crois qu'il a que des frères. Et t'es là genre, ok, à quoi vont me servir toutes ces informations? Très honnêtement, ces informations, elles ne servent à rien. On apprend la rencontre de ses parents, on apprend le métier de ses frères et sœurs, on apprend tout ce qui se passe. On a aussi le prologue qui nous explique comment sa copine, enfin son ex-copine du coup, a contracté les dettes en son nom. Elle l'a prise pour un con, mais ça va en 2 pages. Ensuite, en 2 pages, on nous donne le pédigré de la fille. T'es là, mais wow. Ralentis, en fait. Ralentis. J'ai pas besoin de savoir ça dans les premières pages du livre. J'ai pas besoin de savoir tout ça pour être dans l'histoire, en fait. Comme on était à la première personne, le fait que le personnage qui parle te récite un petit peu tout son pédigré, toute sa vie, etc., c'est pas naturel. Et moi, j'ai pas été prise dans l'histoire, quoi. J'ai lu 15 pages et toutes les pages, je m'énervais en disant mais ça va me servir à quoi cette information? Pourquoi tu me dis ça? Et j'ai pas eu la patience à Noël de lire ça parce que vraiment ça allait trop vite. Et en fait le problème de ce livre c'est que on avait trop d'informations, c'était mal dosé, ce qui est dommage parce que le pitch il avait l'air hyper amusant, mais juste à force de me donner beaucoup d'informations, bah juste je vais les vomir tes informations. Je vois pas l'intérêt de connaître la vie des parents du personnage principal au bout de 5 pages. Et le problème c'est que ça a été ça pendant les 20 ou 30 pages que j'ai lues. J'avais le pédigré de tous les personnages qui étaient présents dans le bouquin, mais l'histoire en attendant elle avançait pas quoi. Et je trouve ça dommage parce que les informations, il y a moyen de les intégrer dans le texte sans les réciter comme si c'était du par cœur quoi. Et je trouve que c'était très mal exécuté dans ce roman-là, c'est pour ça que je l'ai complètement arrêté, ça m'avait complètement saoulée. Parce qu'à un moment donné, je vois pas en quoi ça va me servir de savoir ce que font les frères de ton personnage principal, comment se sont rencontrés les parents de ton personnage principal au bout de 10 pages quoi. Tu peux me le dire après,
au courant d'une conversation, quand tu vas en parler. Nao aurait pu en parler à Réan au bout d'un moment, dire bah voilà, mes parents ils ont une super histoire, ils se sont rencontrés comme ça, ouah c'est beau l'amour, etc. Là c'était vraiment balancé comme ça, de manière pas du tout naturelle. Je l'ai arrêté au bout de 20 ou 30 pages et basta, je suis passée à autre chose quoi. Voilà ce qui conclut cette vidéo des pires lectures 2024. C'est une vidéo qui j'espère va être plus courte que les autres vidéos que j'ai pu faire parce qu'en fait, comme je n'ai pas aimé ces livres, j'ai rien à dire dessus, juste c'était nul. Pour moi évidemment, c'était nul pour moi. J'ai essayé quand même de dire pourquoi j'ai trouvé ça nul plutôt que de dire bah voilà, ça c'est nul et on passe à autre chose, bisous, au revoir. J'espère que c'était quand même bien exécuté. Après, je ne dis pas que c'était forcément des mauvais textes, juste que c'était pas des textes pour moi, que moi je les ai pas aimés. Donc c'est sûr et certain que ces livres-là ont plu à d'autres gens. Hein. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous fais une petite bise. Je vous souhaite une bonne fin de matinée, après-midi, journée, nuit. Et à bientôt. Bisous, bye.